Bien sûr, j'avais des céphalées, des migraines. C'était 24 heures par jour, tous les jours, mois après mois. C'était pas toujours d'une forte intensité, mais c'était quand même toujours présent. J'avais une insomnie qui est allée en augmentant au cours des mois. Donc au départ, je me réveillais très très tôt le matin sans me rendormir. Ensuite, j'ai eu de la difficulté à m'endormir. Je me réveillais tôt. Bref, enfin, je dormais presque pas. Je continuais à fonctionner au travail, avec la famille. Donc, insomnie. Une des difficultés pourrait être, par exemple, de prendre sa douche en station debout. Donc, certaines personnes, on va leur recommander de prendre leur douche en station assise parce qu'ils vont dépenser une moins grande quantité d'énergie alors qu'ils sont assis. À un autre niveau, on sait que les personnes atteintes peuvent avoir des problèmes, des difficultés en fait de concentration ou des difficultés à porter attention à une tâche de manière soutenue. Oui, effectivement, les symptômes sont non seulement imprévisibles d'une journée à l'autre, mais en plus de ça, sont très différents d'une personne à l'autre. Donc, il y a une variété interindividuelle qui fait en sorte que c'est difficile parfois aussi de bien comprendre la condition parce qu'elle ne va pas se manifester de la même manière d'une personne à une autre. À partir de ce moment-là, je me suis doutée. En fait, j'avais la certitude que j'allais pas juste me battre contre la maladie, mais aussi contre les préjugés. Moi, je décris l'encéphalomyélite comme un manque d'énergie. C'est difficile à décrire. Moi, je dis, c'est comme si on débranche le fil de la vie. Quand je viens comme ça, je deviens très, très désespérée. J'ai eu souvent des idées noires. J'ai pensé souvent que ça aurait été mieux que je cesse de vivre. Bien, le rôle d'abord, c'est d'évaluer les habitudes de vie qui sont significatives et importantes pour ces personnes-là. De voir qu'est-ce qu'ils aiment, dans quelles activités ou dans quelle sphère de leur vie ils aimeraient améliorer leur participation. Parfois, on a des gens qui ont vraiment des situations de handicap plus sévères où est-ce qu'ils vont être pratiquement alités toute la journée, mais il y en a d'autres qui ont encore des capacités à exploiter. Donc, dans ces cas-là, on va valider jusqu'où on peut les aider à avoir une participation optimale dans les activités qui sont importantes pour eux. Alors, quand on voit dans le consensus, dans la documentation récemment qui dit que les intervenants doivent connaître la maladie, écoutez, je peux qu'être en total accord avec ça pour avoir vécu les effets de mal connaître le syndrome de fatigue chronique. C'est sûr que c'est très touchant parce que non seulement pour le moment il n'existe pas de traitement curatif, encore une fois, mais non seulement ça, il n'existe pas officiellement de services de réadaptation au Québec pour ces personnes-là. Il en existe ailleurs dans le monde. Puis le projet pilote, justement, au plan personnel, ça m'a permis de comprendre à quel point le fait que des services existent peut redonner espoir à ces gens-là. Espoir qu'ils peuvent reprendre le contrôle et s'approprier le pouvoir sur leurs conditions en développant des stratégies d'autogestion via des services de réadaptation. Parce que pour le moment, c'est la seule chose qu'on peut faire.